Bonjour à tous, chers amis lecteurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle sortie de lecture. Et ouais, je suis sûr que vous ne m'attendiez pas de sitôt, quelques temps après la dernière. Mais je suis comme ça, moi. Dès que je suis lancé, c'est au triple galop. Et j'enchaîne les vidéos aussi sûrement et rapidement que... Bon, j'ai pas de comparaison qui me vienne en tête, mais vous avez l'idée, et je l'espère la même joie que moi, même si je dois commencer par une confession, puisque pour cette dernière mouture, j'ai un petit peu triché. J'ai un petit peu triché dans le sens où le livre que je vais vous présenter n'est pas à proprement parler une sortie de lecture, puisque je l'ai lu il y a quelques années maintenant. Mais voilà, comme je ne suis pas non plus une satanée machine capable d'enchaîner les livres aussi sûrement et rapidement que... Bah non, toujours pas en fait. Bon bah en attendant de finir l'ouvrage que je suis en train de lire, j'ai décidé de faire un petit retour vers le passé pour vous parler d'une œuvre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et que je vous recommande le plus chaleureusement du monde, même si l'identité de son auteur pourrait vous surprendre, puisqu'il s'agit de Le Horla de Guy de Maupassant. Alors avant de vous enfuir en courant, si jamais le nom de Maupassant vous rappellerait quelques mauvais souvenirs de lycée, laissez-moi vous ferrer comme un petit poisson le temps de vous présenter l'intrigue de cette nouvelle, publiée en 1886, où l'on suit sous la forme d'un journal intime le destin d'un homme qui va sombrer dans la folie, persuadé d'être persécuté par une créature maléfique et malveillante qu'il finira par baptiser le Horla. Donc si je comprends bien, l'auteur de Boule de Suif se serait un jour aventuré vers le mystère mystérieux? Intrigant, non? Eh oui, ô combien intrigant de la part d'un écrivain dont on avait plutôt l'habitude d'étudier ses peintures de la société mondaine de son époque à travers des œuvres aussi fondamentales que Une vie et Belle Amie. Mais finalement, pas si surprenant que ça, et ce pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on dispose d'une œuvre aussi pléthorique que celle de Maupassant, avec quasiment 300 nouvelles à lui seul, forcément qu'on finit par explorer des terrains inconnus, et Dieu sait que le père Guy, il ne s'en est pas privé, puisqu'outre le fantastique, il a aussi officié dans le policier, dans le drame, dans la comédie, dans le roman de guerre, et il a même écrit des nouvelles érotiques. Petit coquin. Et la deuxième raison, c'est que ce serait oublier qu'il a toujours existé un courant littéraire fantastique en France, ce qui peut paraître paradoxal venant d'un pays que l'on présente comme le berceau du cartésianisme, mais qui finalement n'a jamais rebuté certains auteurs qui, le temps d'un ouvrage, se sont accoquinés à ce genre, et parmi eux, on retrouve des noms aussi illustres que Jules Verne, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, George Sand, et même Honoré de Balzac pour son livre Le chef-d'œuvre inconnu. Que soit dit en passant, j'aurais préféré avoir à l'école plutôt que la cousine Bette ou Eugénie Grandet. Je dis ça, je dis rien. Et si cette période vous intéresse, vous pouvez vous précipiter sur ce très beau livre, très beau pavé aussi, qui regroupe des contes et nouvelles fantastiques français du 19e siècle et qui s'intitule Contes et nouvelles fantastiques français du 19e siècle. Alors vous allez me dire pourquoi dans ces cas-là Maupassant et pourquoi cette nouvelle en particulier. Bon, déjà pour la beauté et la richesse de l'écriture, mais on parle quand même de Maupassant, donc c'est presque triché à ce niveau, mais surtout pour le caractère tragique qui entoure cette histoire, puisque comme je le disais en préambule, on voit un homme devenir fou de page en page et perdre totalement pied avec la réalité, à cause d'une créature dont on ne saura jamais réellement si elle a existé ou non, et quand on sait que Guy de Maupassant a fini ses jours dans un hôpital psychiatrique, on a un cas typique de réalité qui a dépassé la fiction, et on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre le destin du héros et le parcours de son auteur, en se demandant si Maupassant, lui aussi, quelque temps avant son internement, aurait vu quelque chose que le commun des mortels ne saurait voir. En tout cas, on est en droit de se poser certaines questions, tout comme notre personnage principal, qui dès le début du livre est pris de tourments intérieurs que je vais vous relater sans plus tarder, en étant bien sûr le plus fidèle possible au style magnifique de Maupassant, donc un petit peu de force de votre part ne serait pas de refus. 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi?
Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses si variables qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? Sait-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit ni le trop grand, ni le trop près ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Si nous avions d'autres organes, qui accomplirait en notre faveur d'autres miracles. Que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. Voilou, chers amis, c'était intense et j'espère surtout que ça vous aura plu. Comme Maupassant, soyez très vigilants avec les bruits autour de vous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les mecs.